looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Ça vous arrive d'avoir le goût de quelque chose et que vous n'êtes pas capable de vous l'enlever de l'esprit? Mais moi, présentement, j'ai le goût d'un smoke meat. J'ai vraiment une crave de smoke meat et je pense que je vais me gâter dans les prochains jours. Et cette idée-là de smoke meat, quelle viande extraordinaire pareil. Quel goût fantastique. Et ça m'a fait penser d'une petite histoire par rapport au smoke meat. Une petite histoire que j'aime bien. Mais avant, il faut partir de quelque part. Et dans un podcast qui s'appelle Sel, je parle des peuples anciens qui ont découvert l'utilité du sel, qui a été une révolution dans l'humanité. Le sel a servi à la conservation de la viande. Donc, les peuples anciens ont commencé à saler la viande ou à sécher la viande pour pouvoir la consommer longtemps après la mort de l'animal. C'est le sel, il va déshydrater justement cette chair-là. Et les bactéries qui vont manquer d'eau, vu que ça déshydrate, les bactéries manquent d'eau, donc ils ne peuvent pas survivre. Mais le lien entre le sel et la viande date de très, très longtemps. Et une pincée de sel sur un steak, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui. Les recettes peuvent remonter à la nuit des temps. Et des fois, moi, je pense que le smoke meat, c'est une épopée, quand même. Et si on recule en l'an 300 ou en l'an 400 de notre ère, il y avait des grands empires tribaux qui dominaient le territoire d'Europe et d'Asie. Les Ostrogoths, les Alains, les Huns. H-U-N-S, les Huns. Les Huns étaient un peuple nomade. Ils se promenaient tout le temps. Un peuple nomade qui avait l'habitude, justement, de mettre des morceaux de viande avec des épices, du sel. Ils mettaient ça en dessous de leur selle de chevaux pour aider à les faire sécher parce qu'ils se déplaçaient tout le temps. Et c'est très, très particulier. Et les Huns qui ont fait des conquêtes en Europe de l'Est, justement, ces techniques de séchage-là, ça a été repris par les communautés juives qui vivaient justement en Roumanie. Et ensuite est venue toutes les techniques de salaison qu'on connaît aujourd'hui. Donc les pays de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, mais plus en Roumanie, on va le dire. Mais c'est les peuples de confession juive qui, des siècles plus tard, des siècles et des siècles plus tard, c'est eux qui possédaient les épiceries, qui possédaient les petits magasins, les petits restaurants, les délicatessen, les endroits où on pouvait acheter justement de la viande, toutes sortes de viande. Et souvent, ils étaient ouverts tard le soir, ces petits magasins-là. Et aujourd'hui, on les appelle un peu comme les délis, si on peut dire. Donc, un genre de mélange restaurant-marché. Et avec les migrations à Montréal et à New York, on est où là? Fin des années 1800, début des années 1900. Ce genre de petits commerces-là ont pris pignon sur rue. Donc, les petits délicatessen, justement, les petits délis. Donc, il y avait de la pâtisserie, du fromage, des soupes,
des sandwichs, beaucoup de sandwichs et des sandwichs de viande fumée, justement. Et la viande fumée aussi était vendue, qui était très populaire, était vendue au poids. Donc, on pouvait arriver et prendre 2 livres, 3 livres, 4 livres de viande fumée. Et les Montréalais ont adopté le goût, justement, de cette viande-là. Le goût de cette viande fumée, qu'on appelle smoke meat. Mais l'origine, justement, l'origine est roumaine. L'origine date de très loin, de la nuit des temps. Et en Roumanie, au long des siècles, cette viande-là, c'était de l'oie. C'était des grosses poitrines d'oie qui étaient marinées, qui étaient pressées justement dans des épices. Et ensuite, il allait fumer ces poitrines-là. Et quand les nouveaux arrivants sont arrivés à New York et à Montréal, du côté de l'Amérique, l'oie était plus difficile à avoir, était très dispendieuse. Et là, ils ont cherché des morceaux de viande pas chers. Et justement, ils ont trouvé une partie du bœuf qui était la moins chère pour l'époque. Donc, le devant du bœuf, le sternum, autrement dit, une partie très dure, une partie très coriace de l'animal. C'est pour ça que cette viande-là était pas chère. Juste en haut des pattes avant du bœuf. Donc, ces muscles-là qui sont très sollicités, fait que la poitrine, si on peut dire la poitrine de bœuf, c'est une pièce qui est dure, qui est difficile. C'était pas cher. Aujourd'hui, on l'appelle le brisket. Donc, la méthode reste identique. Si on recule des millénaires ou des centaines d'années, c'était des genres de grosses poitrines d'oie. Mais aujourd'hui, en Amérique, c'est devenu des poitrines de bœuf. Ils ont pris le bœuf. Même recette, même technique. Donc, le smoke meat de Montréal et les Montréalais et les New-Yorkais, ils ont... C'est drôle parce qu'à New York, ils l'appelaient au début le goose pastrami. C'était le nom qu'ils donnaient, justement. Après ça, les New-Yorkais ont changé rapidement pour le bœuf parce que, justement, l'oie était trop chère. Cette viande-là était vraiment trop chère pour les gens. Mais le smoke meat de Montréal et le pastrami de New York, c'est le même ADN à la base. La méthode est différente. Le pastrami, c'est un bout beaucoup plus maigre, tandis qu'à Montréal, c'est le bout beaucoup plus gras qui est utilisé. Mais c'est le même ADN. Les épices peuvent être différentes. La magie, si je peux dire, est différente. La manière de faire est différente. Mais c'est le même ADN. Et c'est ça qui est tout à fait formidable. Donc, le smoke meat, on prend la pièce de viande et on va l'injecter de sel. Puis, ça va être traité en surface avec des épices. Et c'est là qu'il y a le mystère. C'est là qu'il y a un mystère qui date de centaines d'années. Il est là, le mystère. Chaque maison a sa recette. Et ça, j'aime ça comme ça. C'est formidable. Donc, on a quoi? De la cassonade, du cumin, du paprika, de la coriandre, du poivre, bien sûr, de l'ail, feuilles de laurier en poudre, de l'aneth séchée parfois, des graines de céleri, une multitude d'épices. Et ces mélanges d'épices-là, justement, c'est ça qui fait le goût unique. Le bœuf va passer plusieurs jours dans cette marinade d'épices-là, complètement enveloppée. Et au bout d'un laps de temps, cette poitrine-là va être fumée. Et là, le nombre d'heures aussi varie, dépendamment de la grosseur de la pièce. Mais c'est toute une technique. Donc, cette viande-là qui a passé un très long temps
dans cette marinade-là, ben, va être fumé. Et c'est ça le secret du smoke meat, justement. Au moment de servir, mais cette pièce-là va être mise à la vapeur et là, va être tranchée à la vapeur. Et c'est ça qui redonne une tendresse incroyable. Et là, ça se coupe à fourchette. C'est ça qui... Ça me prend du smoke meat. Ça me prend du smoke meat. Et le traditionnel smoke meat se boit avec un Coca-Cola ou une bonne bière. Mais nous, on est des amateurs de vin. Et j'ai fait l'expérience, justement, de vin avec du smoke meat. Et j'aime beaucoup l'effet multiplicateur de goût. Je vous explique. Si dans cette marinade-là, justement, pour faire le smoke meat, il y a une multitude d'épices. Et justement, tu as le clou de girofle qui en fait partie, la coriandre. Il faut aller chercher justement des vins qui ont une pincée d'épices-là. Et la gorgée de vin qu'on prend. Et ensuite, la bouchée de smoke meat qu'on prend. Il y a un effet multiplicateur qui est tout à fait extraordinaire. Puis là, les arômes en rétro-olfaction arrivent. Donc, ça fait, je pense que cette pointe d'épices-là, en particulier le clou de girofle, justement, ça fait un mix idéal. J'ai 2 rouges intéressants qui peut vous plaire, justement, avec votre assiette de smoke meat, tout simplement. En rouge, une quille qui arrive de Macédoine. La Macédoine. Encore le mystère. C'est le nord de la Grèce, justement. Puis c'est un cépage, oui, aussi mystérieux. Le Zinno Mavro. Un cépage particulier. Ici, on a une bouteille 100% Zinno Mavro. Le domaine Timiopoulos. Timiopoulos. C'est un vin rustique qui est sur la fraise et oui, les épices douces, mais il y a cette pointe-là de girofle qui fait très, très bien avec un smoke meat. Donc, on a l'effet multiplicateur. Et aussi un très bon, un Carignana, très bon, le Esteban Martin. Esteban Martin, vin espagnol, qui est toujours abordable. Là, ici, on est sur la prune, le côté boisé, et justement ce mélange d'épices-là, et cette petite pointe de girofle qui vient sortir, et qui fait que cette bouchée de smoke meat que vous venez de prendre, et cette gorgée de vin-là, ça fait un mix parfait. Ça multiplie, justement, le goût du smoke meat qui est tout à fait extraordinaire. L'aubergiste vous dit merci d'être passé. Moi, ça se peut bien que dans les prochaines heures, j'aille me faire... Je vais me faire un bon smoke meat ou je vais passer au resto m'en chercher un. Ça, c'est garanti. Quelle viande extraordinaire. Et c'est vraiment un produit que chaque personne... J'ai un ami espagnol un jour qui a goûté pour la première fois du smoke meat, puis il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas, il dit c'est vraiment bon. Donc, vive le smoke meat et vive le sel.